Bonjour à tous, bienvenue dans ce décryptage de l'actualité sur Prime News TV Monde. Vous le savez, l'actualité est beaucoup plus occupée par les déclarations du porte-parole du gouvernement qui rassure une fois encore que Patrice Talon partira en 2026. La constitution du pays sera respectée. Le président va passer la main à son successeur, a-t-il déclaré. Les analyses de notre invité sont intéressantes et sont à écouter dans le cadre de ce décryptage. On parlera du Parti Les Démocrates qui reste sceptique quant à l'audit du fichier électoral. Ils émettent des doutes et veulent voir la fin avant d'y croire. Déclaration de Éric Rouneté à décrypter aussi par notre invité. On prendra la direction du Gabon où là-bas, Brice Clotaire Oligui Nguema, après 18 mois de transition, veut briguer un nouveau mandat. Il est candidat à la présidentielle d'avril prochain dans ce pays-là. Il dit, je cite, « Le Saint-Esprit m'a éclairé. J'ai décidé de répondre et d'être candidat. » Fin de citation. On décryptera ses propos dans le cadre de ce programme. Stéphane Ahinouhossou, cher ami, bonjour. Bonjour Stanislas Samoa, bonjour aux amis internautes. Merci d'être là. Vous êtes journaliste, analyste politique, habitué de ce plateau. Tel un revenant, vous me revenez par ici. Bien évidemment, après une courte pause, oui. il fallait se ressourcer un peu pour revenir un peu en force. Tout à fait. Et vous êtes là, ravi de vous retrouver. Merci beaucoup pour vos pertinentes analyses, appréciées de nos internautes par ici. Alors, Patrice Talon partira en 2026, ça... On le sait, on sait qu'il a pris le pouvoir en 2016, il a rempilé en 2021. Donc logiquement, il part en 2026. A-t-on besoin tout le temps de rappeler qu'il va partir en 2026? En principe, non. Mais malheureusement, oui, parce que généralement, à la fin des mandats, il y a toujours quelques suspicions par rapport à la façon dont la démocratie se vit et se déroule en Afrique. Quand on sait un peu que dans la sous-région, ceux qui sont ces chefs d'État-là ont toujours l'habitude de s'accrocher au pouvoir. Mais dans la pratique politique au Bénin, c'est que les chefs d'État, jusque-là, en fin de mandat constitutionnel, ont toujours cédé. Mais c'est qu'à la fin ou à la veille de leur départ, il y a toujours quelques tentatives ou quelques supports ou soutiens qui ont toujours tendance à réveiller de vieux démons, à les appeler à se maintenir au pouvoir. Et donc je trouve que Patrice Talon est également dans cette situation-là aujourd'hui. Le chef de l'État a déjà rappelé à plusieurs reprises qu'il n'est pas candidat à sa propre succession, qu'il va céder le fauteuil à son successeur. Mais malheureusement, la polémique persiste parce que autour de lui, il y a quand même des gens qui continuent de croire que le chef de l'État a des raisons de rester. Et c'est là que l'inquiétude persiste. Sinon, du point de vue de la démarche même du chef de l'État, on n'a pas à s'inquiéter. Il l'a dit. Et lorsque le porte-parole du gouvernement revient à la charge pour pratiquement redire la même chose, c'est que le débat doit être clos. Et je considère même que c'est un débat plus ou moins énergivore parce qu'on ne devrait plus perdre de temps. Mais on perd le temps parce que ceux qui entourent le chef de l'État alimentent la polémique. Quand on voit un conseiller ministre comme Yawide qui vient, qui produit un argumentaire qui tente à faire croire que si le chef de l'État quitte le pouvoir, ça va être l'hécatombe, c'est un problème. Quand on voit quelqu'un comme Iroko, celui de l'Alliance Iroko, là, comment il s'appelle même? Bertin Korovi. Bertin Korovi qui même a introduit un recours pour demander si on serait dans une nouvelle république. Je trouve que c'est quand même terrible ce qui se passe. Et pour faire taire la polémique, les partis politiques au sein desquels ceux-là militent là, on doit pouvoir sortir des sanctions pour faire taire totalement la polémique. Ou bien le chef de l'État lui-même doit taper du poing sur la table pour les rappeler, alors pour leur dire, je ne vous ai pas missionné, arrêtez d'alimenter cette veine polémique-là. Maintenant, si eux-mêmes, ils ne le font pas, c'est qu'implicitement, on nous donne toujours des raisons de douter. Mais quand le porte-parole du gouvernement, justement, à plusieurs reprises, il l'a dit, quand il revient encore à la charge, il dit la constitution béninoise sera respectée, le président va passer la main à son successeur pour le bien du pays. Oui. Il faut y croire. Il faut y croire. Il faut y croire. Le problème, ce n'est pas de croire ou de croire. Vous y croyez? Je n'ai pas d'autre
choix que d'y croire. Parce que quand une personnalité de ce niveau sort pour donner une version officielle, dire qu'on ne croit pas, c'est ne pas le prendre au sérieux. On le prend au sérieux, on croit à ce qu'il dit. Mais à côté de ça, c'est qu'on s'étonne de ce que ceux qui soutiennent l'action du chef de l'État, d'accord, alimentent une polémique qui nous amène à remettre en cause ce qui est dit. C'est là qu'il y a une sorte de paradoxe qui nous embête un peu. Donc, il faut, si le chef de l'État est sûr qu'il ne reviendra pas, et nous y croyons fermement, si le porte-parole vient nous conforter dans notre position, il faut maintenant que les partis politiques sortent de leur gond pour rappeler à l'ordre ceux qui continuent pas agiter l'opinion publique avec ces arguments, ces idées totalement aux antipodes de toute valeur démocratique. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, s'il faut sanctionner des gens pour faire taire la polémique, c'est Bertin Korovi, par exemple. Je trouve que c'est quand même dangereux. Ou le chef de l'État, et je l'ai dit par ailleurs, si le chef de l'État dit qu'il n'est plus candidat à sa propre situation, si on l'enquiquine, si on lui dit viens au pouvoir, c'est comme si on est en train de... On va appeler ça du harcèlement politique. C'est du harcèlement politique. Et ça perturbe la fin de mandat du chef de l'État. Et donc je trouve que ceux-là, on doit les rappeler à l'ordre. Si pour peu, on a vu que dans des partis politiques, on a sorti des gens du gouvernement, on les a démis de leur responsabilité au niveau de leur parti politique. Pour quelqu'un qui fait de l'agitation comme ça, pourquoi on ne lui dit rien? Pourquoi le BR ne lui dit rien? Va-t-on penser que c'est du deux poids, deux mesures? Ou bien c'est la position du parti BR qu'il est en train d'agiter? C'est une grosse interrogation. Donc il faut que les partis politiques sortent pour dire à ces je ne veux pas les appeler amuseurs de galerie, mais ceux-là qui veulent troubler l'ordre public, il faut qu'ils les rappellent à l'ordre. Je trouve que c'est quand même fondamental parce que ça perturbe la fin de mandat du président Patrice Talon. Mais la Cour constitutionnelle a déjà rendu sa décision, déjà sur plusieurs aspects. Je pense que M. Bertin Korovi comprend désormais que le dossier est vidé et qu'il doit passer à autre chose. On va espérer, on va espérer parce que, vous savez, ceux qui soutiennent l'action du chef de l'État, on ne sait pas les intérêts pour lesquels ils se mettent au service de ces gens d'idées qui ne valorisent pas notre démocratie. Donc, il faut bien qu'ils comprennent que l'heure n'est plus à la démagogie politique, l'heure n'est plus à la distraction politique, l'heure est aujourd'hui à la concentration et de faire en sorte que ces partis qui soutiennent l'action du chef de l'État puissent avoir un bon successeur pour le chef de l'État et non de venir amuser la galerie pour semer le trouble et la zizanie au sein de la population. D'accord. On vous aura compris sur ce sujet. Concentrons-nous d'ailleurs sur le processus qui a même d'ailleurs démarré, l'audit du fichier électoral. Le chef de l'État a reçu en audience le comité de pilotage du dit fichier, lequel est conduit par Monsieur Jean-Baptiste Elias, justement. Il y a eu la validation déjà en Conseil des ministres du budget alloué à ce fichier-là, près de 160 millions de francs CFA. Mais toujours est-il que au sein de l'opposition politique béninoise, l'opposition dont le représentant le plus illustre, le parti Les Démocrates, qui a d'ailleurs demandé l'audit du fichier électoral, revient à la charge pour émettre encore des doutes sur ce processus. Est-ce que vous comprenez la posture du parti Les Démocrates, Éric Ngouleté, qui dit que le déclenchement du processus ne garantit pas la transparence au bout? Je peux le lui concéder parce que le chat échaudé craint l'eau froide, on dit, c'est pas. Mais c'est vrai que par rapport à un certain nombre d'antécédents, on peut avoir des raisons d'être toujours inquiet, d'être un peu suspicieux, c'est normal. C'est normal. Mais je trouve qu'il ne faut pas rentrer dans une sorte de phobie électorale, ou bien je ne sais pas comment je vais appeler ça, mais il ne faut pas rentrer dans cette sorte de phobie. Parce que le chef de l'État, vous le savez, n'était pas forcément obligé de céder à leur demande. S'il l'a fait, et qu'il a tenu parole, et qu'il a décaissé, voyez-vous, le chef de l'État, jusque-là, ne nous a pas laissé croire qu'il est quelqu'un qui débourse de l'argent dans du vide, dans quelque chose qui n'est pas du tout sérieux. Donc, si le chef de l'État a accepté débourser de l'argent pour
l'audit du fichier électoral, je trouve qu'il faut pouvoir le prendre au sérieux. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que le comité qui a été mis en place, c'est quand même, on connaît celui qui est à la tête de ce comité, Jean-Baptiste Elias. C'est quand même quelqu'un qui a passé toute sa vie à lutter pour la transparence dans la gestion des affaires publiques. Et donc, sauf aussi, il nous donne des raisons de ne pas croire en ce combat qu'il a mené là, on doit pouvoir le prendre au sérieux aussi pour dire que si c'est Jean-Baptiste Elias qui est au devant de ce processus, ça doit quand même un peu nous rassurer quand on connaît la trempe de l'homme. Ensuite, quand on voit la composition même du comité, c'est quand même des membres de la société civile qui seront représentés. Et ces membres de la société civile ne peuvent pas être regardants par rapport à un processus et laisser passer un certain nombre de dysfonctionnements. Je ne crois pas. Il y a des experts qui sont quand même convoqués. Il y a également un poste qui est réservé aux deux postes qui sont réservés aux formations politiques de la mouvance comme de l'opposition. Donc, ça dit que toutes les garanties sont là. Donc, venir, je ne sais pas, venir remettre en cause ou en doute ce que le chef de l'État a dit ou le déroulement du processus, je trouve que ce n'est pas forcément objectif. Il faut pouvoir, puisqu'ils doivent avoir un représentant au sein du comité, c'est au sein du comité que la veille doit se faire. Donc, si ils ont un représentant, il n'y a plus à s'inquiéter. Donc, je trouve que c'est vrai, on peut le leur concéder parce qu'il y a eu des antécédents, mais tel que le processus est mis en place là, je pense qu'il ne devrait pas y avoir trop d'inquiétude. Éric Rouleté, dans sa déclaration, puisqu'il était invité d'un colloque scientifique organisé par l'Église catholique à l'occasion des 35 ans de la conférence nationale, donc quand il opinait sur l'actualité au Bénin, il dit ceci: je prie Dieu que cela se réalise pour le bien du pays, parce que ce peut n'être que de la poudre aux yeux, a déclaré le premier vice-président du parti Les Démocrates. Il émet des réserves sur la bonne foi du gouvernement dans ce taudis. Alors, on se pose la question de savoir, ils ont besoin de quoi pour être satisfaits? Vous avez émis une doléance. Le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, a reçu même les formations politiques au-delà des démocrates. J'ai vu les membres du parti GSR, beaucoup de formations politiques. Il y a eu après la rencontre, justement, la validation du budget proposé en Conseil des ministres, près de 160 millions de francs CFA. Le chef de l'État a reçu le comité de pilotage. L'opposition a encore besoin de quoi pour être convaincue? Oui, c'est vraiment par rapport à ça que parfois je reste perplexe quant à la position, à l'objectivité de la position politique des démocrates. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas s'inscrire dans une logique d'opposants forcément tranché. Lorsque il y a un minimum qui est établi pour qu'il y ait consensus autour de quelque chose, il faut pouvoir céder. Ce n'est pas parce qu'on est opposant à un régime que forcément il faut y voir du noir. Et vous savez, le chef de l'État a dit quelque chose de très intéressant quand il a rencontré le comité de pilotage. Il a dit que quand on est en début de mandat, on fait les choses avec un peu plus de fou, mais quand on est en fin de mandat, quand on est en fin de régime, on veut faire les choses autrement, avec un peu plus de transparence. Et je crois que quand on adjoint cette déclaration du chef de l'État à la mise en œuvre de sa décision, je crois qu'on doit pouvoir être assez serein par rapport au déroulé de ce processus-là. Moi, je trouve que le chef de l'État de plus en plus se met au-dessus de la mêlée. Parce que le fait même de céder à cette doléance de l'opposition contre la position des partis politiques qui soutiennent son action montre déjà que le chef de l'État fait déjà une démarcation. Parce qu'il peut dire, les formations politiques qui ont soutenu mon action jusque-là ne sont pas d'accord. Donc attendons pour que, tel que la loi a prévu que les choses se déroulent, attendons qu'on arrive là avant de faire l'audit du fichier électoral. Mais le chef de l'État n'a pas entendu ça. Donc, s'il n'a pas attendu ça, c'est que quelque part, il se détache. Il y a donc une sorte de détachement en fin de régime. Donc, je trouve que le parti, les démocrates doivent pouvoir mettre de bémol dans leur position et prendre le chef de l'État au sérieux. Il ne faut pas, quand vous demandez quelque chose, on vous le donne. Ne venez pas crier
Non, suivez le processus. Donc, je trouve que c'est, au lieu de venir crier à la télé, il faut pouvoir mettre en place un mécanisme de veille. De manière à ce que, s'il y a mauvaise donne quelque part, vous vous montez au créneau pour dire, à tel moment du processus, il y a mauvaise donne. De toutes les façons, ce n'est pas le comité qui veut mettre à disposition le fichier. Il veut surtout voir si le mécanisme qui va conduire à l'extraction du fichier est un mécanisme qui est conforme aux règles. Donc, il faut pouvoir suivre le processus. S'il y a mal donne, vous montez au créneau, vous dites qu'il y a mal donne. Mais s'il n'y a pas mal donne et que ce que vous avez donné là, on vous l'a concédé, acceptez et suivez le processus. Ne venez pas encore crier parce que ça peut être une sorte de découragement pour le chef de l'État. Voilà. D'accord. Alors, celui-là qui n'est pas découragé, c'est Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est le président de la transition au Gabon. Il a annoncé sa candidature pour la présidentielle à venir le 12 avril prochain. Il a dit être inspiré par le Saint-Esprit, Stéphane. Oui, bien évidemment. C'est ce matin que j'ai suivi un peu sa vidéo. Et je trouve que c'est quand même un peu dommage. C'est quand même un peu dommage pour 2 ou 3 raisons. La première raison, c'est que ceux qui viennent au pouvoir à la faveur des putsch, ça dit qu'ils donnent l'impression que ce n'est pas forcément pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel ou de la démocratie qu'ils viennent au pouvoir. Parce que si vous venez au pouvoir en décriant un fait que vous-même vous contribuez à renforcer, on ne vous prendra plus au sérieux. C'est pour cela que quand les gens ne prennent vraiment pas au sérieux ces militaires qui viennent au pouvoir, parfois, je leur donne raison. Parce que c'est comme si, de leur caserne, ils convoitent les acteurs politiques. Et ils attendent la moindre occasion pour les dessaisir de leur pouvoir. Et donc, s'il vient au pouvoir juste parce qu'il estime que Bongo Fils ne faisait pas le job tel que cela doit être, s'il a démis de ses fonctions et qu'il a organisé les élections, il a dit qu'il va conduire le processus jusqu'à l'organisation des élections et qu'il ne serait plus candidat à rien. Pourquoi aujourd'hui, bizarrement, un Dieu lui aurait pas parlé? Ça ne fait pas sérieux. Deuxième chose. Vous remettez en cause sa relation avec Dieu? Je trouve que ce Dieu qui lui a dit ça ne doit pas être sérieux. Ce Dieu qui lui a dit ça ne doit pas être sérieux parce que ça dit que Dieu ne peut pas être contre, ça dit les valeurs les plus minimales. Et venir se dédier à la face du monde, je ne crois pas que Dieu puisse cautionner ça. C'est-à-dire même que le dire, c'est abattre tous les acteurs politiques gabonais. C'est comme si dans son environnement, il n'y a personne qui puisse gérer le Gabon. Et que c'est à lui que Dieu aurait dit, Dieu aurait prétendument dit que, etc. Je trouve que c'est une manière d'amuser la galerie. C'est une manière d'amuser la galerie. Si il est conscient, mais même quand, et puis ça c'est le deuxième aspect de mon développement. Quand vous suivez, son discours, le discours qu'il a tenu, vous voyez, il fait une liste de toutes les actions qu'il a pu mener comme s'il était en face d'un peuple où il faisait une sorte de reddition de compte pour dire voilà tout ce que j'ai fait et par rapport à ça, si vous me prenez, je vais continuer par faire les choses autrement. Donc je trouve que c'est son envie de se maintenir au pouvoir qui l'a amené à dire ça. Ça ne peut pas être un Dieu. Ça ne peut pas être un Dieu. Mais, du moins, ça ne peut pas être le Dieu, le Dieu suprême. Non. Ça peut être un Dieu à lui, qui est propre à lui, qui lui aurait dit de revenir au pouvoir. Et ça là, ça ne fait pas sérieux. Mais il a dit que si en 18 mois de transition, vous le disiez tantôt, il a égrené tout un chapelet d'actions qu'il a mené au profit des Gabonais. Il dit que si en 18 mois il a pu faire ça, en 5 ans, il peut faire beaucoup plus. Et donc, il annonce sa candidature. En faisant le putsch là, est-ce que c'est l'accord qu'il avait avec le peuple gabonais? Ce n'était pas l'accord. Et donc, c'est-à-dire que cette façon de se mettre en porte-à-faux avec le contrat social qu'il avait le peuple gabonais, là, ne devait même pas amener le peuple à le prendre au sérieux. Parce que pour quelqu'un qui n'est pas capable de respecter sa parole, son intention était déjà claire. Et là, on va même douter des raisons pour lesquelles il a démis l'autre de sa fonction. Est-ce que ce n'était pas parce que lui-même, étant proche de l'homme,
Et il était, je ne sais pas, assoiffé déjà du pouvoir. Et donc, vous voyez, dans la sous-région, là, ceux qui sont venus au pouvoir par cette entremise-là, ils se sont maintenus au pouvoir. Est-ce que lui-même, il n'est pas dans la même logique? Est-ce que c'est la démocratie qui veut être renforcée? Et c'est pour cela que le concept même de démocratie, tel que nous l'appliquons en Afrique, là, il faut que, ça dit que les acteurs politiques s'asseyent. S'il faut trouver un nom pour donner, s'il faut revisiter le concept, dans son contenu ou bien dans sa forme-là, il faut pouvoir le faire. Parce qu'il y a des gens qui trouvent toujours de petits prétextes pour enlever d'autres personnes, pour se maintenir au pouvoir. C'est quand même suffisamment dangereux. Et c'est honteux pour l'Afrique. C'est honteux pour l'Afrique. C'est honteux pour la classe politique. Et ça n'est pas une personne. C'est pour cela que, quelque part, au Bénin, on peut être fier de notre démocratie. On peut être fier de ce qui se passe, même si, par ailleurs, il y a des choses qu'on pourrait revoir. Mais dans l'ensemble, par rapport à ce qui se passe ailleurs, non, vraiment, il n'y a pas photo. Il y a un indicateur, justement, quand Brice Clotaire Oligui Nguema faisait son annonce de candidature pour la présidentielle, il y a eu la pluie, c'était sous une forte pluie, et il a dit que la pluie n'est pas un obstacle, que c'est un message de Dieu, un message divin, en quelque sorte. Moi, je reste toujours suspect par rapport, ou bien je suspecte, je vais dire, ceux qui ont toujours tendance à faire intervenir Dieu dans leurs déclarations. Parce que je trouve que c'est un raccourci trop fait pour faire avaler tout et n'importe quoi aux gens. Vous voyez, la pluie n'est pas forcément synonyme de ce que Dieu, ou bien la paix. C'est-à-dire que Dieu même peut utiliser la pluie et vous chasser pour dire qu'il n'est pas d'accord par rapport à ce qu'on fait. Peut-être que c'était un message contraire de Dieu. Voilà, peut-être que Dieu ne voulait pas de ce rassemblement ou de ce qu'il dit. C'est pourquoi il a permis qu'il y ait pluie, pour qu'il vide les lieux. Maintenant, comme on a tendance à trouver des raccourcis vite fait, on peut dire non, la pluie c'est symbole de paix, de douceur, etc. Non, c'est pas toujours ça. C'est pas toujours ça. Donc, il faut pouvoir faire attention à ceux-là qui, d'une raison ou pour une raison ou une autre viennent dire Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Il faut que Dieu aussi commence par nous dire aussi. Merci beaucoup à vous, Stéphane Ahinou-Rosso, journaliste, analyste politique. Avec vous, on a écumé ces différents sujets qui ont occupé nos échanges en plateau aujourd'hui. On a parlé de cette déclaration du porte-parole du gouvernement béninois qui rappelle que la Constitution sera respectée et que Patrice Talon va passer la main à son successeur pour le bien du pays. On a parlé aussi de ce deuxième sujet, le Parti Les Démocrates, qui reste sceptique sur l'audit du fichier électoral, même si tous les voyants sont au vert. Et puis on a parlé de l'actualité au Gabon avec le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui annonce sa candidature pour le 12 avril prochain. Merci à tous de nous avoir suivis.